Dans cette audition consacrée à la délinquance financière et au rôle du journalisme d'investigation, les intervenants dressent un tableau très contrasté du rapport de la France à la probité publique. Le journaliste de Mediapart décrit comment certains responsables politiques mis en cause par la justice réussissent à imposer leur propre récit dans les grands médias, allant jusqu'à comparer l'Office anticorruption à la Stasi et à dénoncer une prétendue république des juges. Voici l'extrait presque complet de son audition. Mais mon premier propos, quand même, pour poser la situation qui est la nôtre, quand on est citoyenne et citoyen d'un pays comme la France, on est citoyenne et citoyen d'un pays qui a déjà eu un président de la République définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Jacques Chirac, dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Alain Juppé, dont le successeur de Jacques Chirac a été définitivement condamné pour une atteinte à la probité, il s'appelle Nicolas Sarkozy, et dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour atteinte à la probité, il s'appelle François Fillon. Voilà. Donc ça veut dire 2 chefs d'État, 2 chefs de gouvernement qui ont été définitivement condamnés pour des atteintes à la probité. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de démocratie occidentale moderne, comme on dit, libérale, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui ait un tel CV judiciaire qui, il me semble, nous tend un miroir dans lequel on doit pouvoir se regarder sans honte, mais c'est un peu comme à l'école, c'est... En mathématiques, c'est en nous posant des problèmes qu'on grandit. Et c'est en regardant, comme vous le faites avec cette commission, le problème qui nous est posé, qu'on peut peut-être avancer. Alors en disant ça, évidemment, je ne veux pas du tout donner l'impression que parce que j'ai parlé de 4 hommes de droite, que la question serait partisane et politique. Je n'ai aucune difficulté à évoquer le cas d'une affaire que je connais bien, Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget qui était un fraudeur fiscal, ou même pendant la présidence socialiste de M. Hollande, le patron du parti présidentiel, Jean-Christophe Cambadélis, patron, quand il est désigné à la tête du parti socialiste, est déjà condamné 2 fois, définitivement pour des atteintes à la probité. On n'a pas pu en trouver un autre. On a mis quelqu'un qui avait été condamné déjà 2 fois. Bien sûr, pas de difficulté à parler pour les affaires qui concernent la France insoumise, et je reviendrai peut-être sur les réactions que ça a pu provoquer du monde politique ou celles du Rassemblement national, et j'y reviendrai. Je ne peux pas faire l'économie non plus, dans un tel bilan, de ce qu'est la présidence Macron. Pourquoi je dis ça? Parce que Emmanuel Macron est, il me semble, en partie un enfant de l'affaire Fillon, si vous me permettez cette expression, et qu'il a fait en grande partie sa campagne de 2017 précisément sur la moralisation de la vie publique. Précisément sur, je me souviens d'un discours qu'il avait fait en mars 2017, arrêter ce sentiment d'injustice, d'inéquité qui existe, et faisant tout un tas de promesses qu'on entend souvent pendant les campagnes électorales, et qu'une fois lovées dans le fauteuil de la présidence, elles peuvent être un peu oubliées. Je donne juste un exemple. Mars 2017, Emmanuel Macron dit qu'évidemment, un ministre mis en examen devra démissionner en vertu de ce qu'on appelle improprement, mais peu importe, la jurisprudence Bérégovoy-Balladur, qui n'avait rien de jurisprudentiel, mais qui était une jurisprudence politique, si on ose dire, et qui s'entendait parfaitement, et on pourra y revenir, entre la relation qu'il peut y avoir entre le principe de précaution et la présomption d'innocence, et on peut évidemment concilier les deux sans porter atteinte à aucune des 2 autres. Aujourd'hui, il faut quand même constater que nous avons une ministre de plein exercice qui va être jugée pour corruption. Nous avons un secrétaire général de l'Élysée qui est mis en examen et qui va probablement être renvoyé devant un tribunal correctionnel pour des faits de prise illégale d'intérêt. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a été la griffure, si vous me permettez l'expression, de l'affaire dite Dupond-Moretti, qui s'est retrouvée devant ce que beaucoup d'hommes et de femmes politiques considèrent comme une sorte de furoncle démocratique, qui est la Cour de justice de la République. Il faut quand même imaginer que nous sommes l'un des seuls pays au monde, à avoir, pour les délits commis par des membres de gouvernement en fonction, un tribunal d'exception, et qui est jugé par des parlementaires.
Ça raconte quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est quand même le monde politique qui juge le monde politique. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'affaire Dupond-Moretti, ça n'est évidemment pas le lieu, mais je ne connais pas un juriste qui ne discute pas la décision de la CJR sur la relaxe de la Cour de justice de la République pour les prises illégales d'intérêt dont il était soupçonné. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi ça me paraît important ? Parce que précisément, ce qui vous occupe, la délinquance financière, la corruption, par définition, c'est la rencontre du pouvoir et de l'argent. Ça concerne assez peu les nécessiteux. Et je vous dis ça parce que dans ce type de dossier, ce que moi je constate, avant peut-être de parler de choses plus pratiques, mais il me paraît très important de vous parler du contexte dans lequel tout ça se passe. Ce que je vois, d'où je suis, c'est que les mises en cause, par définition, sont des gens puissants. Ils ont des réseaux médiatiques, des réseaux financiers, des réseaux politiques. Et pourquoi je dis ça ? Parce que les mises en cause dans ce type d'affaires ont la capacité d'imposer un narratif dans la conversation publique autour de ces affaires-là. Dans ces dossiers-là, un ancien président mis en examen peut aller pendant 27 minutes aux 20h de TF1 se défendre. Et c'est très bien qu'il se défende. J'ai aucun problème avec le fait, évidemment, qu'un mis en cause puisse se défendre. Puis quand ce même ancien président de la République est remis en examen en 2020 pour association de malfaiteurs, il va 45 minutes sur le plateau de la première chaîne d'infos en continu BFM TV. Je ne suis pas sûr que ni la première chaîne que j'ai citée, ni la seconde ont consacré ici 27 minutes et là 45 minutes pour expliquer, ne serait-ce qu'expliquer, avec toutes les prudences d'usage, quels sont les faits qui peuplent le dossier qui vaut les mises en cause. Je vous dis ça aussi parce que c'est dans ce type d'affaires où l'on voit un renversement de perspective qui, moi, me paraît proprement sidérant, sinon scandaleux. Souvent, les mises en cause ont justement la capacité, les mêmes qui demandent la tolérance zéro pour la délinquance du quotidien, la délinquance de droit commun, ont la capacité à s'inviter justement dans les médias pour faire le procès de la justice. Dans ces affaires, parce que précisément les policiers, les gendarmes, les douaniers, les procureurs, les juges d'instruction qui mènent des enquêtes contre les atteintes à la probité, par nature, ils s'attaquent à des formes d'ordre établies. Eh bien, les mêmes vont à la radio, à la télé, pour dire que le problème dans ces affaires, c'est la justice. L'ancien président dont je parle, il faut quand même prendre conscience de ce dont nous parlons, a comparé la police anticorruption, l'OCLIF, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, à la Stasi, est-allemande. Ça s'est passé, ça a eu lieu. Dans une tribune dans le Figaro en 2014, il a comparé l'OCLIF à la Stasi. Les juges d'instruction ont été attaqués nommément par ce même ancien président de la République. Quand il a été mis en examen ou quand il a été condamné. Il m'est arrivé de participer à des émissions de télé où quand il y avait après certaines affaires, que vous avez pu citer, la question qui m'était posée par mon propre milieu médiatique, c'est est-ce qu'il faut supprimer le parquet national financier ? C'est déjà arrivé, ça, après des condamnations, parce que le parquet serait un organe militant ou je ne sais quoi, dévolu à des causes obscures, qui sont des discours de populisme anti-judiciaire très connus. On a les mêmes au Brésil avec Bolsonaro, on a les mêmes aux États-Unis avec M. Trump, on a eu les mêmes avec Berlusconi en Italie, on a le même avec M. Netanyahou concernant ses affaires de corruption en Israël. Moi, ma position par rapport à ça, je peux donner un autre exemple pour parler de Marine Le Pen. L'affaire des détournements présumés de fonds publics au Parlement européen n'a jamais intéressé, n'a jamais fait l'ouverture des journaux, n'a jamais fait l'ouverture des matinales. En revanche, c'est devenu un événement quand Marine Le Pen a décidé d'en faire un événement au lendemain des réquisitions du parquet, en allant aux 20h de TF1 pour dire que c'était scandaleux. Elle a parfaitement le droit de le penser. Mais ça nous dit quelque chose, là aussi, il me semble, que le fond du dossier qui porte sur le détournement présumé, encore une fois, de 5 millions d'euros d'argent public, de votre argent, de notre argent, mon argent, ça n'intéresse pas. En revanche, quand la mise en cause décide de dire que c'est un scandale, que le parquet ose requérir
une condamnation à effet immédiat avec exécution provisoire, on retombe dans ce qu'on entend, la République des juges, le gouvernement des juges, la justice contre la démocratie. Bon. Moi, ma position par rapport à ça, c'est que sur la délinquance financière, sur les atteintes à la probité, je propose toujours de décentrer et d'imaginer qu'on l'on parle d'un autre type de délinquance. Je parle sous le contrôle de Frédéric, si des services de police et un parquet spécialisé dans la lutte pour la criminalité organisée saisit 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos de cocaïne, est-ce qu'il y a des débats judiciaires des débats médiatiques pour suggérer qu'il faut supprimer la brigade des stupes? Je ne crois pas. Le ministre vient se faire prendre en photo devant la saisie de cocaïne. On trouve ça formidable. Des policiers qui font tomber des fraudeurs fiscaux ou des corrompus n'ont aucun égard. Aucun égard. Au contraire, ils sont considérés comme les agents d'on ne sait quel complot médiatico-politico-judiciaro fantasmatique. Ça ne veut pas dire que la justice ne peut pas faire des erreurs. Ça ne veut pas dire que la police ne peut pas faire des erreurs. Mais les mêmes qui dénoncent le tribunal médiatique sont ceux qui n'ont aucun problème dans le débat public à installer l'idée qu'il y aurait un complot. C'est du pur conspirationnisme, qu'il y aurait un complot contre eux dans ce type d'affaires-là. C'est-à-dire que ça donne le sentiment, je vous dis ça parce que je crois que vis-à-vis des citoyennes et des citoyens de notre pays, ça peut donner le sentiment très dangereux que la loi n'est pas la même pour tout le monde. Que ceux qui demandent l'application stricte de la loi et la répression, et ils ont raison, eh bien, les flammes judiciaires ne peuvent pas s'approcher de leur propre milieu, de la délinquance de leur milieu, qui est la délinquance financière. J'ai peu dormi cette nuit parce que j'ai dû écrire une chronique d'un procès que je suis en train de suivre, qui est le procès des financements libyens. Je vous dis ça pas pour vous parler de mes insomnies, mais parce que ça me paraît être un moment très significatif. Alors je ne vais pas du tout faire le procès à la place du procès, c'est pas du tout mon rôle, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas policier, je ne suis pas là pour dire qui est coupable et pas coupable, mais par rapport à ce dont nous parlons, ce procès a été le fruit d'une instruction qui a duré 10 ans. Ça va peut-être vous intéresser par rapport à votre commission. Il a été beaucoup dit qu'on n'a jamais vu autant d'argent public dépensé pour une instruction comme celle-là, des moyens considérables qui ont été déployés. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu un seul policier détaché à temps plein sur cette affaire pendant 10 ans. Il n'y a pas eu un policier détaché à temps plein sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi des financements libyens pendant 10 ans. C'est ça la réalité de ce dossier, qui vous dit, il me semble, quelque chose de la saturation des services d'enquête, là c'est l'OCLIF dont je parle, pour essayer de mettre à jour ce type d'affaires. Et pourtant ils y arrivent. Le CV judiciaire que j'ai dépeint à gros traits pour commencer ce propos liminaire peut être vu de deux manières. La première, c'est le verre à moitié plein. Quand même, la justice est indépendante et la justice fait ce qu'elle peut avec le peu de moyens qu'on lui donne dans le type de résolution de ce dossier. Et puis on peut voir le verre à moitié vide, on peut voir les deux, c'est qu'on ne tire aucune espèce de conclusion de cela, collective. On ne tire pas de conclusion de ce que ça nous raconte. On continue, il me semble, de penser que quand il y a des affaires, c'est une sorte de rhume de la démocratie, de faits divers, financiers, plus ou moins spectaculaires, avec des gens connus, mis en cause, qui s'en sortent, qui tombent, qui s'en sortent pas, etc. Comme si ça ne disait pas quelque chose de plus grand que les faits et les personnes eux-mêmes sur ce que je considère être, moi, un cancer qui est susceptible de dévorer la démocratie. Je ne vais pas citer la civilisation romaine, mais on sait à peu près depuis Cicéron que la corruption, ça peut faire tomber des civilisations. Et ça n'est pas comme si ça ne concernait pas directement la vie des gens. C'est pas parce qu'on parle de faits qui concernent des gens puissants, qui dans le monde, dans l'entreprise, qui dans le monde politique, ça n'a pas de conséquences concrètes.
la délinquance financière, la fraude fiscale, la corruption, c'est de notre argent dont on parle. C'est une richesse qui échappe à la nation. C'est une richesse qui échappe aux citoyens et aux citoyennes. C'est une richesse qui échappe aux services publics. C'est-à-dire qu'il y a un coût financier absolument considérable de ces affaires. On n'a même pas d'études très précises sur ce que nous coûte la corruption en France, contrairement à d'autres pays. Il en existe, mais il y en a peu. D'ailleurs, il y a peu de recherches universitaires sur les atteintes à la probité, sur la délinquance financière en France. Il y en a beaucoup dans d'autres pays. Depuis la crise de 29 aux États-Unis, il y a des recherches universitaires qui ont été poussées. Il en existe en France, mais ça n'est pas la majorité du genre. Et le deuxième coût de la facture de cette délinquance financière, c'est le coût démocratique. C'est le sentiment contre lequel il faut lutter, et contre lequel j'essaye de lutter dans mon journal. Le tous pourri, évidemment qu'il n'y a pas de tous pourri. C'est l'idée qu'il y a des justices à deux vitesses. C'est l'idée que pour certaines délinquances, on va en prison et pour d'autres, on n'y va pas. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut envoyer tout le monde en prison. C'est évidemment pas mon propos, mais c'est le sentiment de l'inégalité devant la loi. Et ça ne me paraît pas complètement étranger au désir de justice sociale qui est parfois revendiqué dans des mouvements brouillons, compliqués, désordonnés, dont on a vu plusieurs formes depuis un certain nombre d'années en France. Très rapidement, pour terminer ce propos liminaire, ce que je dis est quand même objectivé par des éléments concrets. Le ministère de l'Intérieur a rendu public il y a 1 an et demi, dans mon souvenir, des statistiques. C'est la première fois qu'on a eu un rapport statistique du service de statistique du ministère de l'Intérieur, qui est un organe absolument formidable, qui fait des études absolument passionnantes sur les atteintes à la probité. Et j'ai retrouvé le rapport. Pour les années 2016 à 2021, elles ont explosé de 28%. D'après le ministère de l'Intérieur. Donc c'est pas Mediapart qui le dit. Plus 28%. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Est-ce que ça fait l'ouverture des journaux ? Est-ce que ça a suscité un débat politique au sein de l'exécutif pour dire plus 28% ? Vous imaginez plus 28% d'accidents de la route ? On dirait qu'il faut un plan national de sécurité routière. Vous imaginez s'il y avait plus 28% pour les cambriolages à Paris ? Les autorités locales parisiennes diraient qu'il faut un plan là, de lutte contre les cambriolages à Paris. Plus 28% des atteintes à la probité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule personne qu'on peut prendre au hasard dans la rue qui soit au courant de ce dont nous parlons. Et c'est vrai qu'il y a l'ancien garde des Sceaux qui n'est pas resté longtemps, Didier Migaud, qui avait le projet, il l'avait annoncé publiquement, d'un plan national de lutte contre la corruption et les atteintes à la probité qui a disparu. L'autre donnée objective, c'est le classement de l'ONG Transparency International, qui a rendu son rapport encore tout récemment, et c'est l'indice de perception qui peut être discuté comme indice, évidemment, mais enfin le baromètre nous permet de voir l'évolution, et la France a chuté de 5 places. Et nous sommes désormais 25e. Nous, la patrie des droits de l'homme, je ne sais pas, mais de la Déclaration des droits de l'homme, le pays qui a au frontispice de ces bâtiments liberté, égalité, fraternité, nous sommes désormais 25e sur ce tableau, avec cette ONG qui nous dit que le risque est aujourd'hui objectif de ne plus contrôler la lutte contre la corruption. Donc voilà, je ne sais pas à partir de quand. Vous savez, moi je suis très attaché à une fable scientifique qui est la fable de la grenouille, peut-être vous la connaissez. Alors c'est une fable parce que des scientifiques ont essayé de la vérifier et elle est inexacte, mais disons que philosophiquement elle est passionnante. Si vous mettez une grenouille dans une eau bouillante, elle sort du bocal parce que l'eau lui est parfaitement intolérable. Si vous la mettez dans une eau tiède que vous réchauffez petit à petit,
petit à petit, eh bien, elle reste au risque de sa propre mort dans le réceptacle parce qu'elle s'est habituée. Et ce que je veux dire dans ce propos liminaire, avant de répondre à vos questions, c'est que essayons peut-être de ne pas être des grenouilles face à la délinquance financière et aux atteintes à la probité qui ne sont pas que des hochets pour la droite quand il y a des affaires de gauche, et pour la gauche quand il y a des affaires de droite. Ça nous raconte vraiment quelque chose du bien commun. Et derrière toutes ces histoires, il y a une petite tragédie qui fait, il me semble, beaucoup de mal et qui n'est pas sans lien sur une partie de la fatigue démocratique que l'on peut sentir dans les urnes. On va en effet peut-être passer à nos échanges. Je vais poser moi une première question, vous poser une première question peut-être à tous les deux avant de passer la parole à Madame la rapporteure. Je m'interroge sur un paradoxe que je crois percevoir, et Monsieur Arfi, vous nous dressez un tableau extrêmement lucide sur la situation de ces atteintes à la probité de manière générale, qui va au-delà de la seule délinquance financière, qui mine notre démocratie. Vous dites que c'est la rencontre aussi du pouvoir et de l'argent, et vous nous mettez en garde évidemment contre les conséquences d'une telle infiltration de notre système par ces atteintes à la probité. Pourtant, on observe une évolution quand même très importante du cadre légal depuis quelques années. Il y a eu des mesures qui ont été prises par la France et par l'Union européenne pour lutter contre l'utilisation des paradis fiscaux. Il y a eu le renforcement de Tracfin, il y a eu la création du parquet national financier, il y a eu un tas d'évolutions, et récemment encore la loi sur le narcotrafic. Donc il y a quand même une volonté, me semble-t-il, de notre démocratie et du Parlement bien sûr et des gouvernements pour essayer de se prémunir contre ces dangers. Alors ma question est simple, comment expliquez-vous que finalement ça ne marche pas? Est-ce que M. Ploquin apporte une première réponse en disant finalement c'est aussi l'alliance de techniques rudimentaires avec des techniques beaucoup plus complexes, technologiques, la fintech, etc. Est-ce que c'est cette difficulté qu'on a à appréhender finalement les méthodes et les modes opératoires de toutes ces formes de délinquance qui fait que malgré nos évolutions réglementaires et légales et les moyens aussi qui sont quand même mis sur la table, nous ne parvenons pas à ralentir cette infiltration? Oui, votre question est plus que légitime et je ne veux pas donner l'impression d'être le peintre d'une situation qui ne serait que sombre. Et évidemment qu'il y a eu des évolutions législatives institutionnelles depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, on peut constater que depuis les années 80, où a surgi dans la chronique publique la question des affaires, il y a eu énormément de lois et décrets qui ont été prises par la puissance publique, avec la petite nuance que ça a toujours été dans la secousse d'une affaire qui a ému l'opinion publique. Vous avez cité la création du parquet national financier. J'en sais quelque chose. C'est parce que nous avons révélé l'affaire Cahuzac. Après, vous vous rappelez cet épisode, 4 mois de bataille, de mano à mano entre un ministre et un petit journal. L'un démentait, l'autre maintenait ses informations dans la tornade. C'est parce que cette affaire a suscité un émoi populaire que le pouvoir politique avait dans l'épée de ses reins, cet émoi populaire, qu'il a été décidé des choses qui, en effet, sont des vraies évolutions. La création du parquet national financier, la création de l'OCLIF, qui jusque-là était une division d'un point de vue policier, l'OCRGDF existe toujours, et la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que vous connaissez bien comme parlementaire, et également de lois nouvelles de lutte contre notamment la fraude fiscale. C'est une évolution indéniable, mais elle n'était pas prévue dans le programme présidentiel. Elle n'était pas prévue dans le programme présidentiel de ceux qui l'ont décidé. Donc c'est ce que j'essaye de dire sur la question politique et même culturelle qui est posée par rapport à ces affaires. Alors oui, vous avez raison, bien sûr qu'il y a eu des évolutions grâce à l'affaire UBS.
Le secret bancaire a quasiment disparu en Suisse, notamment suite au travail qui a été mené par les États-Unis en la matière. Vous avez raison que des dispositions ont été prises à l'échelle européenne pour lutter contre un certain nombre de systèmes de prévarication et de lieux d'opacité et pacification, pardon, si je vais y arriver, des flux financiers. Mais ma réponse à votre question, je ne suis pas arbitre des élégances et je n'ai pas du tout la prétention d'avoir réponse à tout. Mais c'est pas parce que, pardon, je vais être un peu provoquant dans ma façon de dire les choses, mais c'est pas parce qu'on passe de l'âge de pierre au Moyen-Âge qu'on est encore au niveau. Je ne dis pas qu'on est totalement passé de l'âge de pierre au Moyen-Âge, mais c'est là où je rejoins ce qui a été dit par Frédéric. Le crime financier, même si au regard du code pénal, ça n'est pas un crime, c'est un délit, peut-être d'ailleurs faudrait-il réfléchir à cela, le crime financier s'adapte toujours. Et il a les moyens de s'adapter vite. C'est pour ça que c'est un écosystème général. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de ces questions-là si on ne parle pas d'un côté de la volonté politique, de l'autre de la force des lobbies, ici du sentiment d'impunité, là de la mobilité des paradis fiscaux, ici de la faiblesse des contre-pouvoirs, là encore du peu d'appétence médiatique pour ces questions-là dans un pays où l'essentiel des médias, je suis désolé de le dire, appartient à des capitaines d'industrie qui ont eux-mêmes des problèmes pour une grande partie avec la justice financière. Peut-être que ça n'aide pas, ça, à ce que dans les médias concernés et détenus par ce type de responsables économiques pour se dire que c'est peut-être intéressant pour le grand public. Vous savez, moi j'entends toujours « ces affaires, elles sont compliquées ». Je ne comprends pas cet argument. Je veux dire, notre métier, c'est quand même de rendre accessible ce qui est compliqué, premièrement. Et deuxièmement, j'ai l'impression qu'on n'a pas de difficulté à faire des éditions spéciales sur des OQTF. Le droit administratif des étrangers, c'est très compliqué. Et pourtant, on le fait. Parce qu'on estime que c'est important. Et probablement, c'est très important. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas là pour dire qu'il y a quelque chose de plus important que l'autre. Mais ce que j'essaye de dire en vous répondant, c'est que le crime s'adapte. Vous parliez des paradis fiscaux. Bon. Pendant très longtemps, la Mecque des paradis fiscaux, c'était en effet la Suisse, ici le Luxembourg, Singapour, et puis des lois, des dispositions internationales ont permis que ça change. Bon, c'est ailleurs maintenant. Et il y a des trous noirs dans le monde qui demeurent. Donc ça pose des questions diplomatiques, ça pose des questions politiques. Dubaï est un trou noir absolu qui ne coopère pas judiciairement. Les Émirats ne coopèrent pas judiciairement. C'est une réalité. Et ça devient du coup des lieux où on retrouve, et là ça me paraît intéressant, et ça va dans le sens de ce qui a été dit par Frédéric Ploquin, c'est que peut-être on a un biais dans notre façon institutionnellement de lutter contre ces phénomènes-là, que j'appellerais le syndrome des silos. Comme s'il y avait d'un côté les stupes, de l'autre le crime de sang. Ici, la criminalité organisée. Là, le financier. Comme s'il n'y avait pas ce que les spécialistes appellent des phénomènes d'hybridation. D'hybridation. Il y a des lieux de l'hybridation. Il y a des lieux de cela. Vous avez cité tout à l'heure un livre que j'ai commis d'argent et de sang. L'affaire dite des quotas carbone est une histoire incroyable d'hybridation entre le crime, le vrai, il n'y a pas de vrai, de faux crime, le crime tel qu'on en a une acception populaire, les bandits, et les cols blancs. C'est même la fusion, j'ose dire, chimiquement pure de cette histoire. Mais ces phénomènes existent aussi, y compris avec une partie de responsables qui ont des charges publiques. C'est une histoire sur laquelle Frédéric a beaucoup écrit, les histoires de celui qui a été surnommé le parrain des parrains, Michel Thomy, qui est l'un des inventeurs, avec son ancien associé, du concept de Corse Afrique. Bon, c'est quelqu'un qui avait un pied à la fois
dans des phénomènes mafieux insulaires, dans le monde des jeux et dans le monde politique. Il a été condamné dans une affaire concernant un ancien ministre qu'a rencontré 2 mois avant sa mort, Frédéric, dans cette maison. Je vous parlais tout à l'heure de l'affaire des financements libyens. Il y a un des prévenus qui s'appelle Alexandre Djouri, qui est présumé innocent, qui à lui seul pourrait incarner ce que j'essaye de vous dire sur les phénomènes d'hybridation. Et pour lutter face à cela, c'est vrai que nous avons des services enquêteurs, qui de la gendarmerie, qui de la police, qui des douanes, qui, y compris dans les parquets spécialisés, s'attachent à un type de délinquance et coopèrent peu entre eux pour essayer, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais pour essayer de partager l'information et avoir une vision d'ensemble. Et c'est l'une des prises de conscience aujourd'hui, notamment dans la lutte contre le narcotrafic, c'est qu'on ne peut pas lutter contre le narcotrafic si on ne lutte pas financièrement contre le narcotrafic. Je veux dire, limiter la lutte du narcotrafic à la saisie, se dire ce qu'il faut, c'est saisir, mais en fait, ça ne sert à rien. Enfin, je parle sous le contrôle de Frédéric, qui connaît beaucoup mieux que moi, mais enquêter dans un sens, ça, on sait faire. Pour trouver un peu de la drogue qui circule, un peu, hein, parce que c'est infinitésimal ce qu'on saisit par rapport à ce qui circule. Mais dans l'autre sens, faire l'enquête dans l'autre sens, pour remonter les flux financiers, c'est ça. Enfin, on n'est pas face à des philanthropes, ils font ça pour l'argent. Donc c'est quand même, c'est un peu une expression tarte à la crème que je vais dire là, mais c'est quand même le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et donc, tant qu'on n'a pas une prise de conscience globale de tout ça, bien sûr qu'on pourra toujours, comme un pointilliste, mettre ici une évolution, là une amélioration. Si, c'est mon analyse, si on n'a pas une prise de conscience générale et une sorte de task force globale, c'est global le problème qui nous est posé par la corruption. Et vous voyez bien que quand des personnes ont si peu de rapport à la morale publique et à l'éthique deviennent présidents de la première puissance mondiale, ce que ça donne à l'échelle diplomatique. Vous pensez que ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie n'a pas de lien avec les intérêts privés des uns et des autres? Quelle est la décision que vient de prendre Donald Trump? Il l'a annoncé hier. Il prend beaucoup de décisions. La fin de la transparence sur les bénéficiaires économiques aux États-Unis. C'est l'un des premiers outils pour lutter contre la délinquance. C'est de savoir qui est derrière les sociétés. Bon. Et c'est pour ça que je dis que ça n'est pas déconnecté du reste, ces histoires. Ce n'est pas simplement des histoires de gens puissants. Ici, il n'y a pas de mitridisation. En ce qui concerne la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, nous sommes un certain nombre à continuer le combat qui est assez inégal, je dois dire. 4 ans ou 5 pour endiguer la fraude à l'arbitrage des dividendes, qui est quand même un vrai scandale. 5 ans pour non pas supprimer, mais réduire le verrou de Bercy. Enfin, je veux dire, on a eu des combats, et des combats pour plus de transparence, et on continue à en avoir à armes inégales, je vous le concède. Mais rendez-nous grâce de ce que on est quand même ici un certain nombre, comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs, à continuer à mener ces combats. Voilà. Donc, ça nous a pas échappé. Moi, j'ai quand même quelques questions. J'en ai une. Alors les raisons, vous les imputez beaucoup à la corruption. Ça fait partie du dispositif. Vous avez parlé de ces facilitateurs dans la sphère légale, finalement, de tout ce blanchiment, et on a eu des auditions dans ce sens. Moi, je voudrais quand même vous parler du Parlement européen, où 1,5 million d'euros en cash s'est retrouvé finalement entre les mains d'un certain nombre de parlementaires dans une affaire qui est complètement enterrée. Est-ce que vous en avez des nouvelles ou pas, parce qu'a priori le dossier est complètement enterré. Et le deuxième sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est en dehors des moyens dont vous nous dites qu'ils sont insuffisants, de la volonté politique dont vous nous dites qu'elle est insuffisante, quel outil
supplémentaires faudrait-il mettre en place pour arriver finalement à motiver plus les outils politiques pour pouvoir avoir un travail plus important contre le blanchiment. Vous avez cité Donald Trump il y a quelques minutes, au moment où il libère complètement les cryptoactifs, où il y avait eu une tentative de régulation sous l'administration Biden, et pour lequel j'ai quand même le sentiment que les uns et les autres manquons de formation sur ces nouveaux outils de la criminalité qui sont quand même extrêmement créatifs. Alors il y a la Walla d'un côté, les cryptoactifs de l'autre. Si vous mettez l'intelligence artificielle au milieu, on est quand même dans une situation extrêmement difficile. Donc moi, la première question est donc sur l'affaire du Parlement européen. La seconde, c'est sur les outils qui manqueraient à notre dispositif, en dehors de la volonté politique, dont elle peut être ici ou là tout à fait insuffisante. Sur l'affaire du Parlement européen, moi je ne vais pas en parler parce que je ne la connais pas suffisamment bien, mais je constate comme vous qu'effectivement, finalement, on a retenu qu'un vague petit scandale. Ça a fait un peu de bruit en Grèce parce qu'il y avait quand même l'actrice principale du dossier de corruption était grecque, mais c'est très vite retombé. C'est quasiment, ça a été traité quasiment comme un soap-opéra, quoi, une espèce de micro-série télé, etc. C'est comme s'il n'y avait aucune prise de conscience réelle des impacts de ce genre d'affaires, parce qu'il faut bien s'en souvenir, mais je crois qu'on l'a déjà dit, mais l'argent sale est un orchestre, génère un trouble social extrêmement important, que ce soit au plus haut niveau à Bruxelles avec toutes les conséquences que ça a, que dans un quartier où vous avez à un moment donné l'émergence d'une petite bande qui va complètement déstabiliser le rapport au travail, le rapport à l'argent. Ça fait des dégâts sociaux considérables. Vous savez, à chaque fois, moi je le répète, dans les quartiers où circule l'argent sale, il ne bénéficie pas à tout le monde, cet argent sale, il faut le rappeler. Il bénéficie en général à 5% des habitants, même pas de ces quartiers. Mais ça fait des dégâts beaucoup plus importants qu'on croit de voir se pavaner des gens qui, dans le quartier, circulent avec des automobiles que personne ne pourra jamais s'acheter, ont un train de vie absolument considérable. Enfin, c'est rien, ce sont des petites choses dont je parle, mais il faut imaginer que ça a des traductions sur le plan de la démocratie, parce que ça impacte, ça déstabilise tout le rapport à la société, l'argent sale en réalité. C'est beaucoup plus important qu'on le croit. C'est pas juste comme ça des gens qui dans un coin en profitent. Ça a des conséquences sociales importantes, ça déstabilise des quartiers, ça déstabilise la concurrence politique. Et au plus haut niveau, ça peut déstabiliser une élection présidentielle, notamment aux États-Unis. Ça sera de plus en plus le cas si on ne sait plus d'où vient l'argent qui finance les acteurs politiques, parce qu'on en arrive là au sommet. Donc ça, du bas en haut de la société, c'est un puissant déstabilisateur qu'il ne faut pas oublier. Donc le fait que cette histoire semble passer à la trappe est plus que troublant. Après les outils, moi je veux vraiment revenir au terrain et aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure. À partir du moment où vous ne valorisez pas la lutte contre l'argent sale, parce que qui lutte contre l'argent sale? Des magistrats spécialisés qui doivent comprendre ce que leur racontent des policiers spécialisés. Donc, à partir du moment où la création du parquet national financier, c'est bien, mais c'est pas, ça ne suffit évidemment pas, parce qu'il faudrait à peu près partout dans toutes les juridictions, si on veut renverser la vapeur dans la lutte contre l'argent, contre le trafic de stupéfiants, et si on prend en considération le fait que leur saisir des tonnes de drogue ne les déstabilise pas énormément, parce que la drogue elle-même, faut quand même le dire, elle ne vaut rien en fait en soi. Je veux dire, elle vaut quelques centimes au départ dans le territoire dans lequel elle est produite. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a de valeur que lorsqu'elle a passé des frontières, lorsque elle est rentrée sur un territoire, un pays consommateur. Et donc elle n'a de valeur que lorsqu'on y ajoute à ce prix initial du pied de cocaïne qui ne vaut rien, le prix de la corruption. En réalité, c'est ça qui fait que le gramme de cocaïne et le gramme de cannabis vaut cher. C'est parce qu'il a fallu corrompre. Il faut bien s'en rendre compte. Puisque si on avait la capacité d'aller se fournir directement dans la montagne en Colombie ou en Bolivie, ben ça vaut quelques centimes le pied. Ça vaut rien. Et donc, tout cet argent,
tout cet argent qui fait que ça vaut plus cher quand ça arrive aux consommateurs, c'est parce qu'on a acheté des gens. Parce qu'on a acheté des douaniers, des dockers, des machins, etc. Donc effectivement, si vous luttez contre la corruption, vous allez indirectement vous attaquer à cette circulation des produits stupéfiants, puisqu'ils passent de cette façon-là. Donc moi je répète ce que j'avais dit sur le fait que voilà, 860 enquêteurs en France un peu spécialisés, des enquêteurs qui sont tous vieillissants, qui ont l'impression qui vont tous sortir du jeu et que les plus jeunes seront de moins en moins spécialisés, on est sur une mauvaise pente. Donc il faut inverser cette pente. Merci beaucoup. Monsieur Arfi, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais juste très rapidement pour aller dans le sens par rapport à la question sur les manques de moyens. Je sais que c'est toujours un peu... Je présume que quand on est parlementaire, on entend toujours on manque de moyens ici, on manque de moyens là, et que tout ne se résout pas par combler les manques de moyens, etc. Mais on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est ça que je veux dire. C'est que on a cité 2 offices policiers, l'OCRGDF, l'OCLIF, interroger leurs responsables. Il leur manque des dizaines d'enquêteurs. Des dizaines. À l'OCLIF, ils sont censés être, je crois, 120 ou 130, ils sont 70. À l'ECRGDF, ils sont 60. Dans les 2 offices, je crois qu'ils n'ont jamais été aussi peu de toute leur histoire. Bon. Et qu'on ne vienne pas nous dire que ça coûte cher. Parce qu'en fait, chacun a sa vision de la fonction publique, mais ils rapportent beaucoup d'argent, ces fonctionnaires. C'est un investissement, c'est pas un coût. Les enquêteurs, les enquêtrices spécialisés sur les questions financières, ils rapportent à la nation énormément d'un pognon de dingue, si j'ose l'expression. Mais ça n'est pas sans conséquence, ce que je dis sur le manque de moyens. Depuis la loi Sapin 2 de 2016, a été introduit dans le droit français un concept très anglo-saxon de justice négociée, avec ce qu'on appelle la convention judiciaire d'intérêt public. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, hein, mais je vais vous expliquer moi ce que j'en vois d'expérience. C'est parfaitement légitime, évidemment, qu'on puisse créer ce vrai faux plaidé coupable des personnes morales, puisque ce n'est pas totalement un plaidé coupable, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité pénale par la personne morale. C'est une coquetterie législative, il y a une reconnaissance des faits susceptible de... Bon. Mais ça permet, c'est vrai, dans un certain nombre d'enquêtes financières, de récupérer très vite de l'argent qui manque au trésor public. Bon, c'est ce qui s'est passé avec des grandes affaires, au terme desquelles il y a eu des conventions judiciaires d'intérêt public, l'affaire Airbus, 3 milliards, la plus connue, mais on peut parler de la Société Générale, 500 millions. Il y en a aujourd'hui une bonne vingtaine, dont d'ailleurs les ordonnances de validation sont disponibles sur le site du ministère de la Justice. Il y a plusieurs spécialistes qui ont tendance à critiquer aussi le recours de plus en plus intensif aux conventions judiciaires d'intérêt public, qui serait une forme, en réalité, de dépénalisation de la justice financière, voire de démonstration de justice du pauvre dans ce type de dossier. Pourquoi je dis ça ? Parce que la convention judiciaire d'intérêt public, qui a tout à fait ses avantages, pose un certain nombre de questions. D'abord, la loi nous dit, c'est pas parce qu'une personne morale signe une convention judiciaire d'intérêt public que les enquêtes s'arrêtent sur les responsabilités individuelles. Je veux dire, une personne morale, c'est pas quelque chose d'immanent, c'est la personne morale qui décide de verser des pots de vin. Il y a bien des gens qui décident ça, il y a des responsables. Bon. La réalité, c'est que, sauf erreur de ma part, et vous pourrez vérifier, je ne connais pas une grande affaire où il y a eu une convention judiciaire d'intérêt public, où il y a eu la poursuite de l'enquête sur les responsabilités individuelles. C'est comme si, au nom de la CEGIP, on abandonne en réalité, et on remet tout en bas de la pile, la responsabilité individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et là, c'est le libéral en moi qui parle. Ça veut dire que, en fait, la corruption, les atteintes à la probité, sont chiffrables désormais. Ça veut dire qu'on fait payer aux actionnaires le coût des dérives des individus et des dirigeants.
Ça veut dire qu'on peut prévoir combien ça peut coûter. Ça veut dire qu'on peut provisionner. Ça veut dire qu'on peut... C'est pour ça que je vous dis que le crime s'adapte. On peut s'adapter. Et pourquoi on a recours à ce point aux conventions judiciaires d'intérêt public ? Parce que précisément, on a de moins en moins d'enquêtrices et d'enquêteurs dans les offices. Alors je dis pas du tout qu'il faut arrêter avec ça, mais je dis que c'est une bonne démonstration par rapport à votre question. Et enfin, ça me paraît absolument capital, c'est qu'il y a la question des moyens, il y a ce que j'appelle moi la question culturelle. C'est ce que disait Frédéric, la gratification de ce travail-là. Je veux dire, s'il y a bien la lutte contre une délinquance qui est populaire, c'est celle-là. Je veux dire, c'est grand public. Et pourquoi une grande partie du débat public autour de ces affaires-là, c'est de laisser accroire que les magistrats et les enquêteurs seraient mus par autre chose que l'envie de faire respecter la loi. Je veux dire, c'est pas les magistrats qui votent la loi quand même. C'est pas les magistrats qui décident de dire que la corruption c'est 10 ans de prison. C'est vous, c'est le monde politique. Et quand ils essayent d'appliquer la loi à ce milieu-là, on leur dit vous êtes des Torquemada. C'est la République des juges. Je parlais tout à l'heure du Rassemblement national qui a été scandalisé que le parquet puisse demander une exécution provisoire d'une peine complémentaire d'inéligibilité. Mais je vous parlais du décentrement tout à l'heure. Mais dans toutes les affaires, dans toutes les juridictions, il y a des exécutions provisoires avec des interdictions d'exercer pour tous les métiers. Pour tous les métiers. Un pompier qui fait n'importe quoi, on le retire, un policier, un architecte, un commissaire aux comptes, voilà. Mais quand ça touche le monde politique, alors là, ça devient un débat qui, à mon sens, est néfaste à la conversation publique. Donc la question de la gratification me paraît absolument capitale, puisque en effet, aujourd'hui, aller dans ces offices-là, ça ne fait pas envie. Merci Monsieur Arfi. Je veux passer la parole à Hervé Reynaud et après à Patrice Joly pour des questions. Je voulais insister sur ce point de résolution des affaires. Alors, derrière une question qui est faussement naïve, mais c'est vrai que généralement, on a affaire, on le voit bien dans la série d'Argent et de sang, on a un journaliste, parfois un peu seul au monde. On l'a vu avec Denis Robert par le passé, un juge ou un directeur d'administration, lui aussi un peu seul au monde. Ça donne un peu le vertige quand même de se dire, ou des fuites, des lanceurs d'alerte qui distillent des informations pour aboutir à parfois des affaires qui sont effectivement énormes. Donc ça donne le vertige, et je vous rejoins sur les coûts financiers et démocratiques que cela engendre. Et je voulais vous entendre, vous, dans vos enquêtes. À un moment, vous vous êtes dit, mais là, si on avait eu tel aspect pour résoudre l'affaire, tel soutien, peut-être pas tel moyen, mais telle procédure qui aurait pu s'enclencher, dans quelle mesure ça nous aurait facilité le travail pour la résolution de cette enquête. Mais de votre point de vue, quel dispositif compléter encore? Et je rejoins ce qu'a dit le président tout à l'heure. Pourtant, on a le sentiment, mais peut-être qu'on a un prisme un peu politique ici, mais le sentiment que la transparence est toujours plus forte et toujours plus exigeante, au risque parfois de salir d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi des affaires qui n'aboutissent pas, qui sont un peu tronquées. Mais dans quelle mesure on pourrait structurellement organiser les choses pour que le cadre, parce que je ne crois pas trop à la vertu, effectivement, personnelle et unique sur cette affaire, mais dans quelle mesure le cadre structurel pourrait permettre d'aboutir plus facilement ou de contenir plus facilement ces dérives? On va prendre la question de Patrice Joly, si vous permettez, et puis vous essayez de répondre aux deux questions. Très bien, merci, messieurs, c'était très, très enrichissant. On a des difficultés à évaluer exactement le montant de cette délinquance financière, les masses concernées. Est-ce qu'au regard des informations, des travaux que vous avez réalisés, quels sont les ordres de grandeur selon vous? Sur quoi éventuellement s'appuyer de manière la plus utile? Deuxième élément, quelles sont les racines de cette délinquance financière? Alors bien évidemment, il y a la cupidité, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il y a des choses plus objectives? Je pense à des questions d'ordre économique, d'ordre social, pour donner deux illustrations de la manière dont j'envisage les choses. Est-ce que dans une économie mondialisée, avec une concurrence qui est redoutable, est-ce que la question de la délinquance financière et donc de la corruption n'est pas
pallier aussi à ces éléments-là pour obtenir des marchés, des avantages, etc. Ça fait circuler des moyens. Et puis, sur le plan social, est-ce que la déconstruction de la cohésion sociale qu'on connaît depuis maintenant quelques décennies, à la fois en France et dans le monde, avec des échelles de revenus qui sont complètement disproportionnées, est-ce que tout ça n'y participe pas? Voilà quelques exemples de ce que j'entends derrière ces racines profondes. Bon, vous avez 10 minutes, pardonnez-moi, de questions importantes, mais vous avez 10 minutes pour y répondre. Non, mais rapidement sur les deux questions, merci beaucoup. C'est pas facile de répondre, mais sur les racines, moi je vois un invariant dans toutes ces affaires qui rejoint un peu ce que j'essaye de dire tout à l'heure, c'est le sentiment d'impunité. La première des racines, il me semble que c'est le sentiment d'impunité. Qu'est-ce qui fait que Jérôme Cahuzac, fraudeur fiscal, il le sait, lui, qu'il a un compte en Suisse et à Singapour, accepte d'être ministre du budget quand François Hollande le lui propose? C'est quand même fascinant. Il dit oui. Il sait qu'il est fraudeur, lui. Et il accepte de devenir le ministre qui doit, du point de vue du gouvernement, lutter contre la fraude fiscale. Qu'est-ce qui fait que Claude Guéant, déjà définitivement condamné pour avoir détourné l'argent de la police, laisse traîner dans son secrétaire de son appartement la trace d'un virement de 500 000 € qui va causer sa perte dans l'affaire des financements libyens, pour laquelle il est toujours évidemment présumé innocent. L'ancien directeur général de la police nationale, ministre, préfet, secrétaire général de l'Élysée, c'est le sentiment d'impunité. Puisque vous vous intéressez aux racines, je pense que c'est une racine qui est absolument très ancrée dans pas simplement la culture française. Hein. Il ne s'agit pas du tout de dire repentance, mais bon, on est le spécimen de soi-même et du pays dans lequel on vit. Et donc c'est la France qui m'importe. Ce que vous dites sur les phénomènes qui intéressent la délinquance économique, si j'ose dire, concurrence acharnée, donc la corruption est un moyen de... c'est quelque chose, moi, que j'entends beaucoup et que je ne comprends pas. Je vous avoue que je ne comprends pas cet argument, parce que si on se décentre, on ne se poserait pas ces questions pour d'autres formes de crimes et de délinquance. Ah bah oui, bah alors les autres... dans les autres pays, les braquages, c'est autorisé, bah faisons-nous aussi des braquages pour avoir un peu d'argent de poche. Non, je ne dis pas du tout que vous dites ça. Non, je dis pas. Non, je dis pas. Je sais bien. Mais c'est parce que j'ai beaucoup entendu ça. Ah ben alors attendez, nous on peut plus verser pot de vin, mais les Anglais ils le font, les Américains le font, les Suédois le font, et alors nous on peut plus emporter les marchés. Non mais c'est un argument que j'ai entendu énormément depuis 25 ans. C'est pour ça que je dis que la question elle est culturelle, et en plus il me semble que l'argument selon lequel dans les grands marchés internationaux, on ne peut pas faire autrement que cela, est un argument à très courte vue. Peut-être que ça peut permettre de décrocher un marché et d'avoir de l'emploi, mais le poison que ça instille dans la relation économique et dans la relation internationale et parfois donc diplomatique au regard des produits qui sont vendus, parce que si on parle d'hydrocarbures, de matières premières, de vente d'armes, ce que ça provoque comme dépendance, comme lien saumâtre entre le pays vendeur et le pays acheteur, ça n'est pas sans conséquence sur les relations diplomatiques. Donc peut-être que ça a permis pendant un temps d'avoir des marchés et de faire travailler des gens, et puis j'ai tendance à penser que dans un temps plus long, c'est absolument dramatique. Sur le coup, le cadre structurel, c'est dur de répondre à votre question tant elle est vaste. Et vous avez raison sur la transparence, qui est un mot, moi, que je n'aime pas, et que j'utilise comme tout le monde. Mais je pense qu'il a été inventé par ceux qui n'en veulent pas, parce que ça donne l'impression qu'on veut regarder au travers des gens. Il y a comme ça une espèce de violence, je préfère le terme, mais qui a été depuis capté par la valeur marchande, malheureusement, de la publicité, ce qui appartient au public. Voilà. Et il est normal, il me semble, quand on est dépositaire d'un intérêt public, qu'il y ait des phénomènes de transparence pour
consolider la confiance. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de dérive sur ces questions-là, vous avez raison. Il y a un cadre structurel qui me paraît important. Alors vous avez dit pour résoudre vos affaires, alors c'est vrai qu'on n'est pas des détectives, hein, c'est pas tant qu'on résout des affaires qu'on essaye de mettre sur la table des faits d'intérêt général et vérifiés, qui ensuite alimentent le débat public, et on n'est pas des policiers ou des magistrats frustrés, hein. Nous, on n'est pas là pour amener des gens devant un tribunal et ce qu'on révèle n'a pas forcément vocation à devenir un délit. C'est pas ça c'est voilà, nous on lève des lièvres et la société s'en empare, parfois la justice, parfois le Parlement, parfois les syndicats, parfois le monde de l'entreprise. Bon, il y a des destinations, des informations qui peuvent devenir judiciaires ou autres, mais on ne peut pas juger la qualité du journalisme à l'aune de la décision judiciaire. Cela étant, il y a un cadre structurel qui me paraît quand même assez intéressant sur ces questions-là, qui est un lieu commun répété depuis des décennies, mais c'est quand même la non-indépendance du parquet en France. Je veux dire, on est quand même sous le régime d'une justice supranationale qui est la CEDH, qui nous dit, depuis l'arrêt Medvedev, célèbre arrêt en la matière, que le parquet n'étant pas indépendant en France, on ne peut pas dire que les magistrats du parquet soient des magistrats. C'est quand même ce que dit la justice européenne en la matière. Alors, bien sûr, je ne suis pas du tout là pour jeter l'opprobre sur les procureurs qui font un travail extraordinaire et qui, pour la grande majorité d'entre eux, sont indépendants, parfaitement indépendants dans leur tête. Mais la question qui est posée par cela, il me semble, c'est celle de l'indépendance institutionnelle. Et c'est la raison pour laquelle, désormais, à chaque fois qu'il y a une affaire, comme on ne donne pas l'indépendance au parquet, je parle d'une affaire d'atteinte à la probité, eh ben, c'est facile pour les unes, pour les uns, pour les autres, de dire ah bah, comme par hasard, le parquet qui est sous l'autorité de tel pouvoir politique s'attaque à moi. Ou comme par hasard, le parquet qui est sous l'autorité de tel autre pouvoir politique ne s'attaque pas à l'autre. Hein, c'est exactement ce qu'on voit dans toutes les affaires de droite comme de gauche. Je pense que si on donnait l'indépendance aux magistrats du parquet, ce qui ne doit pas leur empêcher d'appliquer une politique pénale, ça permettrait quand même d'assainir culturellement ce rapport un peu pathologique que l'on a parfois avec la justice financière. Merci pour votre attention. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien contribue directement à la poursuite de ce travail d'information. À bientôt.